Alors on a parlé des traitements inutiles et comment savoir si un traitement peut être utile après tout. Mais souvent, avant de proposer un traitement, un test est réalisé. On a déjà parlé des tests et de la nécessité qu'ils apportent une information susceptible de changer notre traitement, notre attitude. Alors on fait un test, par exemple, une prise de sang, pour asseoir le diagnostic de suspicion avec plus de certitude. L'autre jour, un collègue non médical de la clinique, et c'est une histoire vraie, je vous rassure, où je travaille, est venu me trouver avec son petit-fils. Son petit-fils avait de la fièvre depuis 24 heures, le nez qui coule et de la toux. Il jouait et mangeait raisonnablement bien et était pour le reste en bonne santé. Alors toute la famille était devant moi pour me montrer une radiographie des poumons et un test sanguin fait dans un autre hôpital un petit peu plus tôt. Il voulait avoir un second avis. Vous savez, on va voir un autre docteur quand on n'aime pas ce que nous a dit le précédent. Et donc, la radio des poumons montrait une opacité, une tache blanche anormale dans le lobe supérieur droit des poumons. Et le test sanguin, lui, montrait des globules blancs un peu élevés, autour de 14 000 si je me souviens bien. Alors le petit jouait pendant que je l'examinais. À part le nez qui coule, il n'avait vraiment rien. Aucune raison, en effet, de croire qu'un autre problème que le rhume expliquait la fièvre. Alors, il a quoi, docteur? Il a une pneumonie, regardez la radio. Ah oui, c'est ce que le docteur a dit à l'hôpital, mais il joue et il a manifestement un rhume, hein, c'est ça que vous voulez me dire? Exactement, est-ce qu'on doit vraiment le traiter? Alors là, vous savez, une fois qu'on a une pneumonie, il est difficile de l'ignorer. Hein. Ah oui, je comprends. Bon, maintenant, on pourrait bien sûr faire semblant qu'on ne sait pas, hein, ok? On pourrait dire, vous me montrez votre petit-fils qui joue avec son histoire de fièvre, de toux et de nez qui coule, et puis vous ne me montrez surtout pas la radio ni la prise de sang que vous avez faite dans un autre hôpital. Pour commencer, je vous aurais dit que c'était une infection virale et je n'aurais fait aucun test. J'aurais du coup raté la pneumonie. Je vous aurais dit que de l'observer et de revenir si la fièvre élevée persistait plus de 72 heures ou bien sûr si son état général s'aggravait, c'est-à-dire douleurs importantes, vomissements fréquents, difficultés respiratoires ou pâleur, inactivité croissante, etc. De toute façon, au vu de son très bon état général et de sa fièvre récente, avec un diagnostic, on n'était pas vraiment pressé de faire plus à ce stade. Voilà ce que je vous aurais dit. Ah d'accord, écoutez, je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, quelques jours plus tard, il m'a dit que tout était rentré dans l'ordre et sans antibiotiques. Alors, pour résumer, on a fait des tests dont les résultats se sont révélés anormaux et qui invitaient logiquement au traitement. L'évolution spontanément favorable a ensuite, seulement bien sûr, montré que le traitement n'était pas nécessaire. Alors, la prescription du traitement était la conséquence directe du résultat des tests. On aurait donc traité pour rien. Et bien entendu, aussi on a testé pour rien. Les résultats des tests étaient anormaux, mais ils n'étaient pas informatifs, puisque l'information nous mettait sur une fausse piste. Et oui. En fait, dans ce cas simple d'un rhume évident, il n'était pas nécessaire de faire un test pour commencer. On appelle ça en fait le surdiagnostic, cette histoire. Quelque chose d'anormal qui cependant ne changera rien à la vie du patient si on ne s'en occupe pas. Le surdiagnostic, eh bien, vous comprenez, c'est nuisible, c'est faire du tort. Alors une prise de sang, cela fait mal et une radio, c'est irradiant. En plus, tout cela coûte de l'argent. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile de faire ce genre de raisonnement a posteriori. C'est vrai, sauf qu'on avait un diagnostic pour le coup. Un diagnostic de maladie dont on sait qu'elle guérit toute seule. Chez un enfant, par ailleurs, en bon état général et dont la fièvre avait commencé la veille. Alors on sait qu'alors, on ne doit pas être immédiatement inquiet et que dans la grande majorité des cas, la situation évoluera spontanément, favorablement. On apprend ça à l'école de médecine, voyez-vous, et par la pratique du métier. Alors, attendre est donc dans ce cas une attitude qui est raisonnable par a posteriori, mais a priori. Et donc, en pratique, comme la plupart des enfants dans cette situation particulière évolueront bien, spontanément, une telle attitude limite du même coup les examens aux rares malchanceux qui devront revenir, parce que ça ne va pas mieux. Chez ceux-là, alors, des tests supplémentaires auront plus de chances de trouver quelque chose d'anormal dont il faudra vraiment alors s'occuper. Alors, cette attitude implique bien entendu que les parents soient informés des signes qui doivent faire revenir chez le médecin et qu'ils aient bien compris le message. Alors, j'entends aussi des gens me dire
C'est facile votre truc, hein, tout le monde sait, ça qu'un rhume, ça passe tout seul. Ben oui, sauf que, comme je l'ai déjà mentionné, la situation décrite ici, c'est la première cause de visite chez le pédiatre en ville et aussi la première raison de tester et de traiter avec des antibiotiques. Et donc, eh bien, nous nuisons probablement souvent avec nos tests et nos traitements inutiles. Alors bien entendu, il est rare que les patients sachent quand on se trouve dans une situation de surdiagnostic, d'autant que ce sont souvent les patients eux-mêmes qui sont demandeurs de tests dans tous les sens, pour être sûrs de ceci, vérifier cela. Alors beaucoup de patients aiment les tests et les traitements. Ils ignorent que souvent, ni tests ni traitements n'apporteront de réconfort et pourtant, c'est notre boulot de leur faire connaître cette réalité. Alors, beaucoup de médecins se sentent aussi obligés de faire quelque chose pour justifier leur consultation, par exemple, et donc prescrivent tests et traitements. Ici, je ne parle pas des conflits d'intérêts, bien sûr, qui peuvent aussi avoir leur part du gâteau dans les surprescriptions de tests et de traitements. Alors, quand les patients sont demandeurs, à vrai dire, il faut pas mal de courage pour les dissuader de la part du médecin. Bah oui, parce que d'abord, c'est fatigant d'expliquer la même chose à longueur de journée à des incrédules, et qu'en plus, le test, il pourrait bien nous donner un surdiagnostic. Vous savez, le résultat anormal qui ne change rien à la vie du patient, mais qu'il est difficile d'ignorer. Et alors là, bonne chance pour expliquer qu'en fait, ça va passer tout seul, ou bien ne pas passer, mais que de toute façon, ça n'a pas d'importance, que ça n'est pas un problème, et qu'on s'en fiche. Alors voilà, tout ça pour vous dire que les tests, il faut les utiliser avec modération. Quand on a des raisons de penser, par la présence d'autres signes d'alerte, par exemple qu'un résultat anormal reflètera un vrai problème dont il faudra réellement s'occuper. Bien entendu, je ne vous ai mentionné qu'un exemple fréquent, mais le problème du surdiagnostic en médecine se cache derrière beaucoup de situations et bien entendu, il est l'ami de ceux qui président aussi à la formation des guides de pratique clinique qui, c'est un problème dont je n'ai pas le temps vraiment de parler ici, mais qui élargissent alors des critères de certaines maladies pour vendre des tests et des médicaments. Ah oui, encore un mot, ne pas tester et aussi donc moins traiter est souvent très mal vu par les administrateurs de cliniques et d'hôpitaux et aussi par les chefs de service qui ont des comptes à rendre à leurs administrateurs. Alors, ça rapporte de l'argent en effet de tester et de traiter, enfin évidemment pas à la Sécu. La morale est un corps d'élasticité infinie.